Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Une délégation de la CEDEAO est attendue ce 9 mars en Guinée-Bissau. Les experts de l'institution tenteront d'apporter une solution à la crise post-électorale. Le Nigeria demande un report du lancement de l'ECHO, une annonce qui pourrait retarder son entrée en vigueur, initialement prévue en juillet 2020. Et enfin, exposition immersive au Burkina Faso. Un duo d'artistes propose de retracer l'histoire du pays à travers près de 200 photographies. Mais tout d'abord, au Cameroun, les élections législatives partielles se dérouleront le 22 mars prochain dans certaines localités des régions anglophones du pays. Initialement prévues le 9 février dernier, ces élections avaient été annulées par la Cour constitutionnelle. À l'approche du scrutin, des violences avaient éclaté entre l'armée et des séparatistes. Selon plusieurs ONG, ce conflit a fait plus de 3000 morts et a contraint près de 700 000 personnes à fuir leur pays. Depuis fin 2017, l'armée affronte des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-est, des groupes qui militent pour la création d'un État indépendant. Ces élections législatives devraient permettre de pourvoir 13 sièges à l'Assemblée nationale. Fin février dernier, des premiers résultats officiels avaient été publiés. Le parti du président Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avait remporté 139 sièges. La CEDEAO envoie ses experts en Guinée-Bissau ce lundi 9 mars. L'institution entend dénouer la crise post-électorale. Depuis l'élection présidentielle du 29 décembre 2019, le pays s'enlise au sein d'un imbroglio politique. Alors que la Cour suprême du pays n'a toujours pas validé les résultats, le président autoproclamé Umaro Sissoco Embalo a déjà organisé son investiture le 27 février dernier. Les précisions de Victoria Seji. La Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest en médiateur en Guinée-Bissau. Une mission de haut niveau de l'institution sous-régionale est attendue ce lundi 9 mars. La délégation doit rencontrer la Cour suprême de justice et la Commission électorale nationale pour tenter de désamorcer les tensions montées d'un cran depuis jeudi 29 février. Habilitée à valider les résultats du second tour du scrutin libéré par la Commission électorale nationale, la Cour suprême garde toujours le silence. La CEDEAO peut orienter ses réflexions sur la mise en place d'un accord politique global consensuel qui va créer une transition pendant une période de 3 années qui sera dirigée par le président actuel Embalo Sissoko et le Premier ministre viendra également du parti de PRA. Malgré les appels à la retenue lancés par la CEDEAO, la Guinée-Bissau est finalement entrée en crise post-électorale depuis l'investiture de 2 présidents, l'un et l'autre s'estimant légitimes. Déclaré victorieux sur Domingo Simoes Pereira, Umaro Sissoco Embalo, non encore légitimé par la Cour suprême, a déjà présidé son premier conseil des ministres mercredi 4 mars. Embalo Sissoko, lui, remet en doute même la crédibilité aujourd'hui de la Cour suprême et ancien général de l'armée bissau-guinéenne. Et l'armée aujourd'hui a pris fait cause pour lui. Donc je pense que le rapport de force en Guinée-Bissau sera très déterminant, au-delà même de la mission diplomatique de la CEDEAO. Déjà, par anticipation, le fait d'avoir reconnu déjà Embalo Sissoko, avant que la procédure normale de reconnaissance ait entérimé les voies, la CEDEAO a commis une faute diplomatique. La CEDEAO effectuera une mission à haut risque. Le 2 mars, la CEDEAO a dénoncé une situation chaotique d'insécurité institutionnelle et politique dans laquelle la Guinée-Bissau est plongée. Jeudi 5 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi appelé au respect du cadre constitutionnel au lendemain d'une réunion à huis clos tenue à l'initiative du Niger. Dans l'actualité également, en Algérie, une dizaine de personnes ont été interpellées par la police. Ce samedi 7 mars, environ 300 personnes ont tenté de manifester dans les rues d'Alger. Une manifestation organisée sur les réseaux sociaux pour une marche du Irak. Un mouvement de protestation dont l'Algérie est le théâtre depuis 1 an. Selon des journalistes présents sur place, les manifestants n'ont pas pu se regrouper en cortège. Ils ont directement été poursuivis par la police. Une des figures du Irak, Samine Ben Larbi, a notamment été interpellé. En Algérie, c'est le 3e samedi consécutif qu'une marche pour le mouvement est réprimée par la police. Le 29 février dernier, 56 manifestants avaient été arrêtés. Une arrestation jugée arbitraire selon Amnesty International.
L'Afrique de l'Ouest est-elle prête à adopter l'éco? La question n'est toujours pas résolue au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que l'entrée en vigueur de la monnaie unique est prévue d'ici juillet 2020, le Nigeria demande un report du lancement de l'éco. Selon un communiqué de la présidence nigériane, les critères de convergence n'ont pas été remplis par la majorité des pays. Aïssatou Bari. À quand le lancement de la monnaie unique ECO? C'est la question que se pose l'opinion publique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La question du nom de la future monnaie commune n'est toujours pas résolue alors que tout au moins symboliquement, le franc CFA devrait cesser d'exister dès le début du deuxième trimestre de 2020. Mais techniquement, les pays anglophones ne sont pas prêts et à l'heure actuelle, les pays de l'UEMOA sont embarrassés parce qu'ils sont prêts depuis longtemps dans la mesure où eux sont dans les critères de convergence de par leur statut d'union monétaire. Les autres doivent encore apprendre à être dans les critères de convergence et les pratiques qu'ils utilisent pour stabiliser leur monnaie ne peuvent pas aujourd'hui être pratiquées dans l'UEMOA parce que c'est deux habitudes différentes. L'entrée en vigueur de la monnaie unique a toujours été retardée, très souvent à cause des revirements du Nigeria. Dans un récent communiqué de sa présidence, il a de nouveau demandé un report de l'entrée en vigueur de l'éco, indiquant le non-respect des critères de convergence par plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'apparition du coronavirus est un risque supplémentaire, notamment pour le Nigeria. L'économie dépend des exportations de pétrole. Donc, s'il n'y a pas exportation de pétrole, il y a baisse des revenus aussi bien publics que dans le secteur privé. Mis à part les raisons évoquées par le géant nigérian, le problème de l'appellation de la monnaie risque de faire débat. De l'avis de certains analystes, cette divergence sur l'appellation de la nouvelle monnaie ne mettra pas un frein à la réforme du franc CFA de l'UEMOA, qui est pour l'instant à un stade symbolique. Quant aux investisseurs, seul le mécanisme monétaire et sa fiabilité importent et pour l'instant, ces deux aspects ne sont à leurs yeux pas remis en cause. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a officiellement mis en service la route Sembe-Souankentame ce vendredi 6 mars. Un projet financé conjointement par la Banque africaine de développement et l'État congolais. D'une longueur de 143 km, cette route entend désenclaver le nord du Congo et le sud du Cameroun. Un reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Romaric Sakwe est un habitué de la route entre le Congo et le Cameroun. En provenance de Douala et en route pour Pokola au nord du Congo, il est stationné à Souanké depuis 2 jours en attente d'une autorisation de circuler. Il a reconnu l'opportunité que représente cette route de l'intégration sous-régionale qui relie les deux pays. On est fiers de comment on trouve la route comme ça. Nous-mêmes les chauffeurs et transporteurs, nous sommes fiers puisque c'est moins du temps aussi pour arriver. Mais par rapport aux difficultés, il y a beaucoup de contrôles qui nous mettent aussi mal à l'aise. Surtout des autorités qui voient les papiers, mais ils disent que ce n'est pas conforme. Ils nous perdent en temps. Mais quand même, on parvient à s'entendre. Romaric parcourt toujours régulièrement la distance entre Douala et Pokola en 3 jours. La mise en service officielle du tronçon routier Sembe-Souankentame, long de 143 km avec une bretelle de 17,8 km sur Alati, par le président congolais Denis Sassou Nguesso, participe à la construction du corridor 29 entre Brazzaville et Yaoundé. La Banque africaine de développement a prêté 80 milliards de francs CFA au Congo, qui a apporté 20% pour la réalisation de ce tronçon. La route Sembe-Souankentame est dotée d'une chaussée bidirectionnelle de 7,50 m avec des accotements de 2 mètres de part et d'autre de la chaussée. Ceci est en rase campagne. Des trottoirs d'1,50 m de large en agglomération, dégagés effectivement par des voies lentes pour gros véhicules sur les montées importantes. 753 travailleurs, dont 491 Congolais, 32 Camerounais, 39 Centrafricains et 24 Congolais de la RDC, ont été mobilisés par l'entreprise Sino-Hydro Tianjin Engineering Corporation et la mission de contrôle SIRA. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Ketantam est né de la volonté des chefs d'État de relier par voie terrestre les villes de Yaoundé et Brazzaville. En Afrique, l'épidémie de coronavirus commence à fragiliser le secteur touristique. L'industrie du safari, notamment, subit une perte de chiffre d'affaires. Selon une enquête menée par Safari Bookings, près de 23% des opérateurs ont perdu 75% de leur chiffre d'affaires. Les détails avec Thierry Ndassa.
Le safari, l'une des activités touristiques les plus répandues en Afrique de l'Est, pourrait voir ses activités perturbées par le coronavirus. Selon la plateforme Safari Booking, le plus grand marché en ligne de safari, environ un quart des opérateurs ont enregistré une baisse de 75% des réservations. Seulement 14% des opérateurs n'ont signalé aucune baisse et pour eux, les affaires ont continué. C'est un coup dur pour l'industrie et les nombreuses réserves phoniques qui dépendent de ses revenus. Tout dépendra de la manière dont cette épidémie sera maîtrisée et contrôlée aussi bien au niveau individuel de chaque pays qu'au niveau international, au niveau de l'OMS. Donc il faudra voir globalement l'évolution de cette épidémie pour juger de la longueur ou alors du temps d'impact que pourra avoir cette épidémie sur les économies africaines. Mais des conséquences à court terme, oui. Les opérateurs de tourisme sur le continent s'attendent d'ores et déjà à une saison touristique 2020 difficile. Un nouveau coup dur porté à ce secteur qui, dans certains États, a essuyé des crises politiques ou sécuritaires. Plusieurs pays n'ont jusqu'ici pas de cas confirmés du virus, mais la peur d'une potentielle contamination semble avoir un impact négatif direct sur les activités touristiques. La première conséquence est liée au commerce international parce que la Chine, qui est le pays le plus touché, commerce majoritairement avec les pays africains. Donc il pourra arriver que certains produits provenant de Chine ne soient pas disponibles ou alors connaissent une flambée de prix. Pour rappel, sur le continent africain, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc ont connu au moins un cas avéré de coronavirus. Près de 200 photographies pour retracer l'histoire du Burkina Faso. C'est l'exposition que propose un duo d'artistes, le burkinabé Harouna Marane et la française Eva Savorz. Le duo s'est notamment penché sur l'époque de la Haute Volta. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Haute Volta hier, Burkina Faso aujourd'hui, c'est cette exposition photographique qui propose aux visiteurs d'aller à la découverte de deux époques de l'histoire du pays. Une assez belle expérience immersive signée par le duo Harouna Marane et Eva Savorz qui ont travaillé afin de donner cet échantillon trié sur le volet à l'occasion parmi plus de 2000 photos. Le projet nous a pris au moins 6 mois. Et ça veut dire quoi? On avait des milliers d'images. Et là, on a travaillé tous les week-ends pour pouvoir obtenir ce que vous voyez ici exposé. Environ 200 photographies illustrent ici différentes thématiques de ce qui fait la vie au Burkina Faso, de la politique à l'agriculture en passant par la culture ou encore l'environnement. Tout a été fait dans les détails pour captiver les visiteurs à l'image de ce cliché qui rappelle de beaux souvenirs. Et évidemment, là, on peut voir qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué. Il y a des choses qui ont changé vraiment positivement, n'est-ce pas? Mais si on est honnête, il y a des choses aussi qui n'ont pas beaucoup évolué. Voilà, ça fait une réflexion, n'est-ce pas? Nous qui sommes de la vieille génération, alors nous vivons pleinement ce qu'elle a appelé la Haute Volta d'hier. Parce que moi, j'ai été quand même témoin de la chute de Maurice Yamoyoro, même si j'étais très jeune, jusqu'au règne de Sangoulé Lamizana. Débuté le 29 février 2020 dans le cadre de la célébration du centenaire du pays, l'exposition se poursuit jusqu'au 16 mars 2020. Des milliers de visiteurs au nombre desquels des élèves sont attendus. Les initiateurs ont émis le souhait que l'événement puisse contribuer à la valorisation de l'activité culturelle et artistique nationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.